Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de cette semaine par le prisme des émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, avec nous, Marine Colombel. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre et auteur du livre « Écoute tes émotions pour te libérer » aux éditions Marabout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio, la roue des émotions, Didier Meyrand. Actualité récurrente, la guerre en Ukraine au moment où les forces russes reculent. Est-ce un retrait? Est-ce une étape transitoire vers la paix? On ne sait pas encore quel sera le scénario. En tout cas, Kiev se prépare, nous dit-on, à un blackout complet. Selon les autorités ukrainienne, la Russie aurait détruit 40% des infrastructures énergétiques depuis le début octobre. Le New York Times va dans ce sens. Kiev se préparerait à un blackout complet qui nécessiterait l'évacuation de quelques 3 millions de résidents qui sont encore dans la capitale. Le maire de Kiev, lui, participe à déployer une autre information en disant qu'il n'y a aucune raison de paniquer pour l'heure. Info intox, on ne sait pas. Marine Colombel, selon vous, avec quelle émotion on peut observer cette actualité? Alors c'est vrai que c'est quand même assez récurrent de reparler, hélas, de la guerre en Ukraine. On a abordé beaucoup les émotions de la population, nos émotions, l'émotion des soldats. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on change un petit peu de point de vue et qu'on parle de l'émotion d'un des dirigeants du conflit, qui est Poutine. Parce que c'est vrai que ça me pose question, cette actualité. Ça nous pose question à tous. Qu'est-ce qui l'anime comme émotion? Et je dirais qu'en ce moment, ça serait peut-être la peur. Donc, j'aimerais bien qu'on se projette un petit peu et qu'on essaye de changer de point de vue, justement, et de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel pour Poutine en ce moment, parce qu'il y a quand même une actualité qui est en train de changer fortement, avec vraiment une montée à la fois au niveau des bombardements, de la dureté pour la vie civile. On est quand même en train de priver des millions de personnes de chauffage pendant l'hiver, donc c'est pas rien au niveau psychologique. Et d'un autre côté, on a des troupes russes qui reculent. Ça, on est vraiment dans une nouveauté. Et je trouve que c'est intéressant d'aller voir, est-ce que c'est la peur qui dicte finalement ces changements de position de Poutine, de cette radicalisation de Poutine? Comme si cette personnalité politique et Poutine, qui nous semble un monstre de solidité parfois aussi, pourrait lui aussi être sujet à la peur et lui aussi avoir des fragilités qui pousseraient à ce que ces généraux puissent retirer ses forces armées. C'est en tout cas la question que je me pose vraiment en regardant cette actualité-là. Et garder en tête que les dirigeants, les personnes de pouvoir, même s'ils ont un abord très non émotionnel, très rationnel, ce sont des humains. Ça veut dire que les émotions sont là et les émotions guident une grande partie de leurs actes. Et là, on sent que Poutine, qui nous a quand même habitués pendant des années à avoir une vision quand même très rationnelle des choses, très froide, on pourrait même dire au niveau de la gestion, on sent qu'il y a comme un flottement depuis quelques mois, depuis, je pense, au moins la période où les chars russes, du coup, s'étaient arrêtés à cause de la logistique aux portes de Kiev et n'avaient pas pu passer, avec une succession, finalement, de décisions qui ne lui ressemblent pas et qui sont plus une sorte de marche en avant, d'accélération vers cette peur de, finalement, ne pas arriver à son but, qui est ne pas conquérir l'Ukraine. Et on sent que le but s'éloigne de plus en plus et que lui va monter crescendo au niveau émotionnel, au niveau des actes. La question, c'est jusqu'à où, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que cette peur qui est une émotion très protectrice, qui est là normalement pour nous protéger, pour nous rassembler, lorsqu'elle nous submerge, devient la pire des conseillères, parce qu'elle nous met dans une position de prise de position, une prise de décision qui sort complètement de la raison, quitte à nous mettre en danger et avoir des conséquences contre-productives comme cette fois-ci. Marine Colombel, comme psychiatre, comme médecin, est-ce que vous seriez en train de nous laisser suggérer que
ces personnalités qui veulent conquérir des territoires, être des dominants, des guerriers. On a vu à travers l'histoire des despotes. Est-ce que ce serait, passez-moi l'expression, on peut l'entendre parfois, aussi des grands malades ? C'est pas une maladie, les émotions, heureusement, on en a tous. La maladie, c'est le débordement. C'est qu'à un moment, les enjeux sont tellement importants. Là, on parle quand même pas que de l'Ukraine, même pour Poutine, les enjeux sont importants. Ça veut dire on peut se projeter à la place des Russes. Imaginons que Poutine perde la guerre. Quelles seraient les conséquences directes pour lui et pour son pouvoir en Russie? C'est vraiment une vraie question. Là, il risque même de perdre la Crimée, alors que c'était acquis, que les Russes avaient acquis il y a quelques années la Crimée. Donc il est quand même dans une perte de contrôle importante. Il va perdre son siège, il va perdre sa posture. Et donc, possible. Cet enfant qui parfois joue au tout-puissant et qui aujourd'hui, selon vous, a peur, risque de perdre le siège sur lequel il était assis pour jouer au guerrier. Et il va monter crescendo avec cette émotion qui finalement va finir par le déborder jusqu'au moment où probablement ça sera ses proches qui diront stop et essayeront de le canaliser d'une façon ou d'une autre. Alors l'exercice que nous essayons de faire chaque semaine dans la roue des émotions sur Sud Radio, c'est de garder de la flexibilité mentale. L'idée, c'est de se dire que pour être bien dans son corps, il faut bouger et parfois faire du sport. Et bien pour être bien dans sa tête, il faut bouger ses émotions. Et nous allons faire l'exercice de regarder cette actualité avec une émotion complètement différente et vous avez bougé vers la peur. Je vais refaire tourner alors. On bouge encore pour tenter un autre exercice. Et nous allons aller chercher de la tristesse. Qu'est-ce qu'il y a de triste? Je vous laisse parler. Nous avons tous quelques idées. Alors il y a beaucoup de tristesse évidemment dans la guerre, mais on va essayer de rester dans le même thématique qu'on a traité aujourd'hui. Il y a aussi de la tristesse de voir la fin du gouvernement de Poutine de cette façon, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la fin, mais on dit la fin d'un règne, on va dire, parce qu'il commence de toute façon à être âgé. On se dit c'est quand même quelqu'un qui a consacré sa vie à la Russie, qui vient des faubourgs de Saint-Pétersbourg dans des conditions de vie et d'apprentissage qui ont été extrêmement dures, qui a réussi à s'extraire de la rue, qui a réussi à avoir tous les pouvoirs, avoir un pouvoir même mondial. Mais il n'en a pas extrait de la rue, ni son peuple, ni son pays. Une partie, je serais plus modérée sur cette question-là. Ça a été la fin de la URSS, ça a été quand même une période extrêmement douloureuse pour beaucoup de Russes. Donc le bilan n'est pas si noir de Poutine. Je pense qu'il y a une classe moyenne qui a quand même réussi à émerger. Mais là, c'est vrai que finir sur l'invasion de l'Ukraine, pour lui le renforcement de l'OTAN et le renforcement du pouvoir des États-Unis aux frontières russes, c'est pour moi d'une grande tristesse pour lui. Ça veut dire qu'au lieu de se retirer quand il était temps et d'avoir un bon bilan, il risque d'avoir un bilan catastrophique qui cache les réussites qu'il a réalisées il y a quelques années. La sagesse. Peut-être. On essaye. Nous avons tous du mal à l'exprimer. Vous parliez des États-Unis. Les élections aux États-Unis vont bon train. Joe Biden appelle à défendre la démocratie. Donald Trump promet une très grande annonce. C'est la dernière ligne droite de la campagne des élections de mi-mandat aux États-Unis. L'actuel président a tenté de rallier les électeurs démocrates et l'ancien a laissé penser à une déclaration de candidature pour 2024. Le moment est venu pour vous de défendre la démocratie, a scandé le président américain en campagne dans le Maryland, aux portes de Washington. Nous savons viscéralement que notre démocratie est en danger. Marine Colombel, le langage est quand même très puissant, ce président des États-Unis qui dit « notre démocratie est en danger », c'est viscéral. Comment vous réagissez, avec quelle émotion vous nous aidez à interpréter cette actualité? On est dans de la politique, il y a toujours de l'emphase, donc il faut revenir à un niveau plus humain, je pense. Moi, ce qui m'a étonné dans les deux camps, quand on a suivi l'actualité de la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est finalement la joie qui ressortait dans les deux camps. On a l'impression qu'il n'y a pas de perdants dans ces élections. Chacun ils sont heureux, pas pour les mêmes causes, mais disons que du côté des Républicains, ils ont acquis plus de postes qu'ils en avaient auparavant. Et du côté des démocrates, ça a été moins la catastrophe que ce qui se pensait. Donc finalement, chacun est heureux de son parcours et de sa position. Et tout le monde se retrouve dans une forme d'acceptation des résultats qui, de toute façon, moi aussi, va me donner de la joie, parce que ça a été tellement difficile lors des dernières élections de voir le pays se déchirer comme ça a été, et de voir des gens rentrer quand même de force au Capitole, qu'on peut que se réjouir que les deux partis
réussissent, malgré leur haine, à vivre quand même ensemble et à accepter le processus démocratique. Alors, exercice de flexibilité mentale, vous allez vers la roue et c'est le psychiatre qui nous aide à regarder l'actualité par le prisme des émotions. Encore la tristesse pour aujourd'hui. La tristesse, je vais reprendre justement le processus démocratique qu'il y a eu aux États-Unis. Les États-Unis ont la force de pouvoir exprimer des opinions dans leur vie politique qui sont vraiment à l'opposé. Ça veut dire que c'est deux modèles différents qui sont proposés par les républicains et les démocrates. Et je suis très heureuse qu'ils arrivent à proposer ces deux modèles différents. Ça veut dire qu'on n'est pas en dictature. La tristesse vient du fait que cette grande réussite des États-Unis d'être très pluraliste, d'avoir finalement une liberté de pensée très importante, on sent que depuis quelque temps, c'est de plus en plus dur. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la tristesse au retour à certains archaïsmes, sur certains reculs qui étaient acquis, je pense aux droits des femmes, je pense à certaines communautés africaines, et qui, parfois, on nous relate ici ou là des abus des forces de police. On sent qu'il y a une forme de rigidité, d'archaïsme qui reviendrait. Est-ce que c'est pas un peu triste ? La tristesse, pour moi, ne vient pas des opinions. Comme je dis, toutes les opinions ont le droit d'exister. La tristesse vient justement de cette rigidité. Que le regard de l'autre, le point de vue de l'autre n'est pas acceptable et n'est même plus entendable. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Ce qui est triste, c'est la non-possibilité de la relation, la non-possibilité du lien et de l'échange. Tout à fait, c'est ce que disait Voltaire, qui disait vraiment ce sujet-là, qui disait ce qui est bien, c'est de débattre. Je me battrai pour vos idées, même si elles vont contre les miennes, pour que vous puissiez les exprimer. Alors sur Twitter, avec l'arrivée de ce nouveau propriétaire, c'est peut-être un peu l'idée, le retour de Donald Trump et d'autres, toute libre expression sur Twitter. Ça va dans le sens de ce que vous dites, alors que d'autres disent non, fallait trier l'info. Ça va dans le sens de la démocratie. La démocratie, on doit faire avec des gens qui ont des opinions différentes des nôtres. On peut lutter qui exprime d'ailleurs des émotions différentes évidemment, des nôtres. On peut lutter contre, on peut affirmer sa position, on n'est pas obligé de les prendre, mais en tout cas, les autres opinions ont droit d'exister, sinon nous sommes en dictature. Et c'est l'occasion peut-être pour chaque citoyen, c'est un peu comme dans la vie en famille, d'adhérer ou de s'opposer. Pour construire un enfant, l'enfant il peut adhérer à la famille et à son indication relationnelle et sa vision du monde, où il peut s'y opposer. Peut-être que là, c'est pareil. En démocratie, on a le choix entre adhérer et s'opposer, mais en tout cas, censurer, c'est une émotion qui, semble-t-il, vous nous le dites, est très néfaste. La censure mène à la dictature. Il faut toujours garder ça à l'esprit. On ne peut avoir une démocratie qu'avec des personnes éduquées et autonomes dans le point de vue et dans la façon de penser et d'imaginer le monde. Donc la démocratie est un bon exercice parce qu'elle permet de dire oui, de dire non. Bon, encore faut-il qu'elle s'exprime dans sa plus large envergure, mais elle permet cet état d'être émotionnel. Et le respect et la tolérance de l'autre, et le respect et la tolérance d'émotions qui peuvent être contradictoires chez les autres. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la roue des émotions avec Marine Colombel, qui est psychiatre et qui publie « Écoute tes émotions pour te libérer » aux éditions Marabout. Il sera question des abus sexuels dans l'Église, un sujet là aussi parfois récurrent. Et puis nous parlerons de ce dont souffrent les patients et la psychiatrie avec la stigmatisation. On se retrouve tout de suite. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et cette semaine, je reçois Marine Colombel, psychiatre et auteure du livre « Écoute tes émotions ». Elle nous aide à décrypter l'information par le prisme des émotions. Et nous en étions à parler des abus sexuels dans l'Église, ce que l'on sait des affaires visant des évêques français après les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard. L'ancien archevêque de Bordeaux a reconnu dans un courrier s'être conduit de façon répréhensible, dit-il, avec une jeune fille de 14 ans. Les faits, selon lui, se sont déroulés il y a 35 ans alors qu'il était curé. Évidemment, ce n'est pas la seule affaire
affaire qui secoue l'Église. Il y a eu de nombreux faits, il y a eu aussi des réponses données par l'Église aux victimes, des mea culpa ici. Pour d'autres, c'est encore en chemin. Marine Colombel, comme psychiatre, avec vous, comment on organise une pensée émotionnelle face à une actualité comme celle-ci? Cette actualité, il y a plusieurs émotions qui me viennent. Là, je parlerai spontanément de la colère. De la colère finalement de l'abus de pouvoir. On était un peu sur ce domaine-là dans la politique, mais on peut très bien également le retrouver dans les thèmes religieux. Que des hommes profitent d'être plus âgés, parce que la jeune avait 14 ans, d'avoir un statut particulier, est-ce que c'était son cas lorsqu'il était prêtre, pour finalement assouvir des besoins qui sont répréhensibles, qui vont au détriment de la personne, en utilisant son poste. On avait le même problème il y a très peu de temps avec le sport aussi, où c'était à peu près les mêmes histoires qui étaient sorties. C'est vrai que moi, ça m'évoque vraiment un sentiment de colère, Alors, il y a le guide spirituel, par exemple, dans ce cas-là, d'une jeune fille qui a une position d'autorité, peut-être même parfois d'abus dominant, et qui va peut-être jouer de ce statut en étant parfois presque à observer par le prisme du pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'autre et en faire sa victime. Oui, on est vraiment sur un détournement de la première fonction de la religion qui, normalement, les religions sont faites pour éduquer les gens, pour leur donner de l'autonomie, pour ouvrir à la spiritualité, c'est-à-dire ouvrir à l'autre. C'est pas qu'ouvrir à Dieu, c'est aussi ouvrir aux gens qui nous entourent. Et savoir qu'il y a des abus par des gens qui sont censés être garants de ça, de ce lien au spirituel, pour assouvir leurs propres besoins personnels, on est évidemment dans des relations qui sont extrêmement perverses, parce qu'elles sont utilisées pour le mal des personnes et non pour finalement les développer. Et vous avez d'ailleurs là-dessus une belle expression que vous m'avez expliquée, c'est le sauveur et le mauvais garçon. Ah, ça, c'est typiquement la relation chez le pervers. Il faut savoir que les pervers, dans tout genre, pas forcément que ceux qui sont dans la religion catholique, tous les pervers de façon générale, vont se nourrir de cette relation. Ils vont se nourrir de l'autre en manipulant, en prenant la dominance, en étant dans une sorte de couple où ils vont prendre le pouvoir. Pour que ça marche, il faut une victime. Ça veut dire que le pervers seul n'est pas un pervers, c'est un homme seul. Il faut que la victime soit là pour pouvoir utiliser sa position, prendre finalement toutes ses émotions et faire un lien toxique. Et pour ça, il faut un sauveur. Le sauveur, ça va être la victime, évidemment. C'est la personne qui va donner tout pour l'autre, pour le soigner, pour l'accompagner, et le pervers va déformer cette relation pour son bien personnel. Et là, le sauveur et le sauveur, le divin et le sauveur, il y aurait beaucoup à dire. Mais on va tourner la roue des émotions pour aller explorer un autre angle émotionnel grâce à la flexibilité mentale que vous nous apportez, Marine Colombel, pour observer cette actualité avec beaucoup de colère. Bon, mais on vient d'en parler. La roue insiste quand même, la peur. Ça va être la peur. La peur des deux côtés, la peur des victimes, évidemment. Il faut savoir pourquoi ces histoires font maintenant autant de bruit. C'est surtout parce qu'il y a eu une omerta, un silence qui a été extrêmement lourd depuis des dizaines d'années, voire des siècles dans l'Église, où rien n'en sortait. Ça veut dire que les victimes étaient dans une emprise totale, parce que l'emprise n'était pas seulement due au pervers, elle était due au système entier qui faisait que de toute façon, elle n'avait pas sa place pour s'exprimer. Ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est un retournement de cette peur. C'est que la peur n'est pas que pour les victimes, elle le devient aussi pour les gens qui perpétuent de mauvais actes. Et donc pour les prêtres ou les évêques ou d'autres qui seraient tentés, et ils en ont bien sûr la possibilité, et simplement peut-être faut-il renoncer à sa vocation, c'est une autre histoire, la peur peut les aider peut-être à mieux entendre le risque du passage à l'acte. Oui, ils savent qu'ils ne sont plus protégés. Ce ne sont plus des personnes intouchables qui peuvent faire tous les gestes sans avoir aucune conséquence. La peur se retourne parce qu'ils savent que maintenant, ils redeviennent responsables de leurs actes, responsables vis-à-vis de la loi, responsables vis-à-vis de leur communauté, parce que les victimes ont
le grand changement, c'est qu'ils ont une place dans la communauté pour l'affirmer et ils sont censés avoir des autorités supérieures qui vont même les accompagner dans ce parcours pour et que la justice peut s'exprimer aussi dans la sphère de l'Église ou de toute forme de spiritualité. Dernière actualité pour terminer notre regard sur l'actualité de cette semaine via les émotions, ce dont souffrent les patients, et vous connaissez bien le sujet. Et dans les services de psychiatrie, c'est de 40 ans de clichés et de stigmatisation. L'hôpital ne peut plus être réduit à cette caricature de lieu de rétention finale et obligatoire de la folie d'un autre temps, déclare un de vos confrères, le psychiatre David Manson. Marine Colombel, avec quelle émotion vous nous aidez à réagir? Une émotion qu'on aura beaucoup évoquée aujourd'hui, ça va être encore, je pense, la peur. La peur de l'autre, la peur du fou, qu'on a depuis très longtemps. Le fou, c'est la personne qu'on met à l'extérieur de la cité, qu'on enferme. Avant, les hôpitaux étaient en dehors de la cité pour pas qu'ils viennent contaminer les braves gens qui travaillaient. Comme si la maladie psychique était une maladie virale. Tout à fait, c'était vraiment vécu comme quelque chose de contaminant, de dangereux. Heureusement, on en est sorti de cette vision-là. On sait que les personnes qui ont des maladies psychiques, déjà, ce sont des maladies psychiques. Ce n'est pas contaminant et on peut travailler avec eux pour guérir ou en tout cas vivre le mieux possible avec ces maladies. Et ils peuvent nous apprendre de nous-mêmes, et de même une personne qui a un trouble schizophrénique ou qui vit avec un trouble anxieux ou un trouble dépressif, elle peut nous apprendre de nous et nous apprendre d'elle-même. Et nous-mêmes pouvons rencontrer à un moment la maladie psychique. Ça veut dire que personne n'est à l'abri d'un trouble anxieux, d'une dépression, d'un burn-out. Et finalement, cette peur de l'autre, c'est également la peur de soi, la peur de ses émotions fortes, la peur de perdre le contrôle de soi-même, de ne plus être la même personne. Je pense que tous ces clichés, ces stigmatisations se font en fait vis-à-vis d'une peur primordiale vis-à-vis de soi, de non-connaissance de soi. Et si vous le permettez, et vous qui pratiquez aussi à l'hôpital, Marine Colombel, je ne rate jamais l'occasion de saluer les soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui travaillent dans les hôpitaux et bien sûr dans les hôpitaux psychiatriques avec bienveillance et avec un regard tout à fait empathique sur les patients. On ne le redira jamais assez. Nous avons un personnel de santé extrêmement dévoué. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes auprès de nos proches et des personnes malades dans les hôpitaux. Et vous y êtes aussi, bien sûr, Marine, tout au long de vos journées. Je vous précise aussi pour ceux qui ont fait le pont du 11 novembre que nous avons tous peut-être un devoir de mémoire sur cette paix, cet armistice de 1918. Toute guerre qui se finit, c'est une joie, une émotion de joie pour l'humanité et on en a tous besoin. On en parlait tout à l'heure, on souhaite beaucoup de joie au peuple russe et au peuple ukrainien. Oui, une fraternité, de retrouver ces liens de fraternité. Marine Colombel, merci de votre présence. Je vous en prie, merci de votre accueil. Vous serez là, bien sûr, au fil des semaines pour nous aider à observer l'actualité par le prisme des émotions. Et si vous avez l'occasion d'aller au cinéma pendant ce week-end, 3 nuits par semaine, Baptiste a 29 ans. Il est en couple avec Samia et quand il fait la rencontre d'un jeune drag queen de la nuit parisienne, il est poussé par l'idée d'un projet photo avec elle et il s'immerge dans un univers dont il ignore tout. Il découvre alors Quentin, le jeune homme derrière le drag queen. C'est dans les salles à partir de ce week-end. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end à toutes et à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions. Au revoir. Au revoir. Merci. Sud Radio, la roue des émotions. Didier Meilran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.